Il est 8h15 sur LCI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Président de l'UDI, également député de Seine-Saint-Denis réélu le 18 juin dernier, maire de Drancy, on en reparlera dans un instant. Ce matin, vous allez participer à la réunion du nouveau groupe des Républicains constructifs avec l'UDI. Vous allez élire votre président, ce sera Thierry Solère? Alors nous sommes en train d'abord de construire ce groupe. Effectivement, il y aura une réunion ce matin à 11h, je crois, pour que nous puissions construire une nouvelle force parlementaire, qui assume pleinement d'être de droite et du centre droit, mais qui refuse les réflexes habituels. Tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de ceux qui ont gagné les élections, on le refuse. Non, on a dit nous qu'on voulait travailler à la réussite de la France, c'est-à-dire travailler avec le gouvernement, y compris ne pas le laisser s'enfermer dans ce parti qui a la majorité absolue et qui pourrait ne plus écouter personne à l'Assemblée, dans les syndicats, dans les forces associatives, dans le pays, parce que dans ces cas-là, ça conduit toujours à l'échec, ça conduit aux excès et à l'échec. Et donc on construit ce groupe qui est effectivement composé d'une vingtaine de députés UDI, d'une vingtaine de députés issus des Républicains, et qui disent banco. Monsieur le Président de la République, vous avez dit le 7 mai que vous tiendrez compte de l'avis de ceux qui n'ont pas voté pour vous au premier tour, mais qui l'ont fait au second tour pour éviter Marine Le Pen. Nous sommes ceux-là. Avec Thierry Solère à votre tête? Mais c'est pas la question en l'occurrence, on va en discuter ensemble, on va pas annoncer des choses. Mais on souhaite une construction collective. C'est pas seulement l'illustration d'une personne. C'est une démarche courageuse que font des députés que de dire on abandonne les vieux habits, le vieux monde de la politique. On refuse absolument de se retrouver dans des postures comme habituellement. C'est-à-dire que ceux qui perdent les élections, et nous n'avons pas gagné les élections, individuellement oui, collectivement non, ceux qui perdent les élections, ils se mettent dans l'opposition absolue en espérant que le pouvoir se trompe, que la France soit en échec et de revenir au pouvoir derrière. Ce n'est pas notre conception de ce mandat. Il faut que la France puisse redémarrer. Ça dépend évidemment de nous, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui acceptent un travail constructif. Ça dépend aussi du gouvernement, d'Édouard Philippe. Ça dépend du président de la République. Est-ce qu'ils restent fermés sur leur clan, leur parti, ou est-ce que, comme ils l'ont dit, et je crois que c'est la volonté d'Édouard Philippe, ils ouvrent, il y aura des débats, des fois on sera d'accord, des fois on ne sera pas d'accord. Il y a des sujets sur lesquels nous partageons les idées qui sont avancées par le Premier ministre. Vous savez, Édouard Philippe, je faisais la campagne d'Alain Juppé avec lui il y a 8 mois de ça. Je ne vais pas dire que je suis en désaccord sur tout. Justement, il y a des choses aussi sur lesquelles nous sommes en désaccord. Aucun des membres de ce futur groupe qui rentre au gouvernement Édouard Philippe II, la compatibilité, elle n'est pas suffisante pour pouvoir travailler ensemble jusque dans les rangs de l'exécutif? La vérité, c'est que ce groupe, il est encore en gestation, donc un peu compliqué de dire le groupe a des membres au gouvernement, alors que... Puis, ce groupe, il a besoin de construire, de proposer. Vous savez, je vais vous prendre 3 exemples très rapides. Sur le projet européen que avance Emmanuel Macron et que portera Édouard Philippe, c'est le projet que l'UDI expose, demande depuis 15 ans. On ne va pas dire le contraire, et donc on sera en total soutien. Sur le projet éducatif, nous pensons, nous, qu'il faut aller plus loin, à la fois dans l'autonomie donnée aux enseignants, faisons leur confiance pour s'adapter à nos enfants, et dans l'individualisation des enseignements. Est-ce qu'ils sont capables de l'entendre et de nous écouter? Lorsque ils nous parlent de l'augmentation de la CSG, on sera en contre et on combattra cette idée parce qu'elle nous paraît mauvaise. Mais hier, à votre place même, Brice Hortefeux, des Républicains disait une opposition qui vote les textes avec lesquels elle est en accord, ça s'est déjà fait par le passé, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Eh bien, le nombre de votes positifs de la part du groupe que supporte Brice Hortefeux lors de la dernière mandature doit être proche de 0, ou en tout cas on doit pouvoir les compter sur les doigts d'une main. Or, ce n'est pas vrai. Lorsque le Premier ministre est un homme de droite, il l'assume. Lorsque c'est quelqu'un, je vous le disais, avec qui nous faisions campagne derrière Alain Juppé, il y a 8 mois de ça. Et parce que les élections ont eu le résultat qu'ont choisi les Français, on va dire que désormais on n'a rien à se dire, on va juste combattre? Non, c'est absurde. On sait bien que cette posture politicienne qui consiste non pas à juger une idée pour ce qu'elle est, mais en fonction de celui qui dit l'idée. S'il est de gauche, c'est nul. S'il est de droite, c'est bien. Nous, pour ça, c'est fini. C'est l'ancien monde qui veut la politique réflexe. La politique, ça doit être de la politique réflexion, pas réflexe. Vous-même, vous avez été soutenu par les Républicains pour les législatives. Vous aviez l'investiture LR-UDI. Est-ce que c'est pas un peu dur, comme ça, de leur tourner le dos en disant faites votre groupe et nous, on fait le nôtre, alors que vous étiez ensemble pour les élections? Pardon, d'abord, je ne tourne le dos à personne. Au contraire, nous ouvrons les bras à tous les Républicains qui partagent la démarche politique que nous avons tous annoncée pendant les élections. C'est pas comme ça qu'ils le voient. Écoutez, c'est leur affaire. Nous avions une alliance électorale. Cette alliance électorale, elle était bâtie sur un projet. Ce projet, il inclut les valeurs de l'UDI. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une fusion. Il n'y aurait pas beaucoup de députés républicains élus aujourd'hui sans l'alliance avec l'UDI, et vice-versa. Chacun avait évidemment dans cette alliance son indépendance, et s'il y avait 2 groupes à l'Assemblée nationale hier, et s'il y aura 2 groupes demain, c'est pas totalement pour rien. Mais j'observe que le débat
à l'intérieur des Républicains, conduit un certain nombre d'entre eux à dire cette politique pavlovienne d'opposition systématique, c'est plus supportable. D'abord, ça ne sert pas le pays. Et deuxièmement, à force d'avoir fait ça, les Républicains n'ont fait que se rétrécir. Et donc, l'idée qui est la nôtre, celle des Républicains constructifs, celle des UDI constructifs, c'est de dire, puisque les Français ont décidé d'ouvrir une nouvelle page de la vie politique, soit on se met en contre et on attend l'échec, mais dans ces cas-là, c'est les Français qui en payent les pots cassés, soit on dit OK, banco, travaillons, on va voir si vous êtes à la fois ouverts, de bonne foi, essayons de contribuer à la réussite de notre pays, qui doit reconstruire son économie pour faire baisser le chômage, qui doit rétablir l'autorité de l'État, reconstruire une école républicaine qui soit un ascenseur social, ce qui n'est plus le cas depuis 20 ans, qui doit participer à la refondation européenne pour que l'Europe nous protège contre les grandes puissances de ce monde et leurs intérêts. Est-ce que vous irez jusqu'à voter pour le candidat au perchoir, la présidence de l'Assemblée, présentée par La République En Marche? Alors là, j'ai un problème de méthode. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai un problème de méthode. Le président de l'Assemblée nationale, c'est pas le patron de la majorité à l'Assemblée nationale. Le patron de la majorité, c'est M. Ferrand, c'est le président du groupe Parti unique majoritaire. Le président de l'Assemblée nationale, sa première fonction, c'est institutionnel. C'est de garantir que l'opposition, les groupes, majoritaires et d'opposition, auront la capacité de travailler et de s'exprimer. Et quelle est la méthode de La République En Marche, qui nous disait c'est formidable, nouvelle politique, nouvelle façon de faire? Ils se réunissent à 308 et ils décident sans les 270 autres parlementaires. C'est-à-dire sans ceux qui sont les premiers concernés. Je pense qu'une méthode nouvelle, ça aurait été pas de verrouiller le jeu dans le parti unique, ça aurait été de dire il y a 3 tours à l'Assemblée nationale pour l'élection du président. Au premier tour, on regarde. Au deuxième tour, on se dirige vers celui qui a Vous aurez votre propre candidat, LR, UDI, Là encore, on en discute ce matin, mais très franchement, moi, j'ai pas l'intention d'aller faire le pantin dans l'élection d'un président qui aura été verrouillé par un parti sans que personne le connaisse, ni à l'intérieur de ce parti, parce qu'il y a 6 mois, ces gens-là ne se connaissaient pas, ni à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, la plupart des noms qui sont avancés. Et moi, je compte que le président de l'Assemblée nationale, ce soit quelqu'un qui garantit que l'Assemblée n'est pas une assemblée croupion, mais que c'est une assemblée où le débat s'installe, ne serait-ce que pour ce que je disais tout à l'heure, permettre au gouvernement et au président de la République qui ont dit qu'ils voulaient le débat, le dialogue, l'élargissement, l'écoute, l'attention. Oui, mais pour ça, il faut déjà que les choses soient ouvertes. Dans une semaine, vote de confiance, une partie de votre groupe va voter pour le soutien au gouvernement, les autres vont s'abstenir. Est-ce que c'est pas étrange qu'un groupe commence la législature sur un désaccord? Non, pas du tout. Il n'y a pas de désaccord, il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui disent On n'est pas sur l'unanimité. C'est moi, juste vous répondre. Il y a 2 attitudes qui, en réalité, reviennent au même. Il y a ceux qui disent je fais confiance a priori, je pourrais retirer cette confiance. Et il y a d'autres qui disent la confiance, ça se construit. Mais en réalité, tout le monde refuse cette espèce de veto, de blocage en disant non, on vous donne même pas votre chance. Vous croyez que les Français ont envie qu'on ne donne pas la chance au gouvernement? Et vous croyez parallèlement à ça que les Français souhaitent qu'on suive tout le temps? Moi, je crois que c'est le groupe exactement qui correspond à l'opinion publique française. Quand on entend un projet du gouvernement, sur certains, nous sommes d'accord, sur d'autres, nous ne sommes pas d'accord. Vous croyez qu'il y a un seul Français qui est toujours d'accord avec ce que fait un gouvernement et toujours contre ce que fait un gouvernement? Ces attitudes-là, on les retrouvera peut-être dans le groupe La République En Marche, on les trouvera chez les Républicains, au Front National ou chez Mélenchon. La réalité, c'est que ces attitudes-là, ce sont des postures politiques. Et je crois qu'il faut qu'on sorte des postures parce que c'est ce qui rend la vie politique à la fois pas crédible, pas efficace auprès des Français. Est-ce qu'il faut un nouveau parti politique avec ses constructifs? Yves Gégaud, vice-président de l'UDI, demande un congrès refondateur. Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'était le RPR, l'UDF avec une UDI plus forte, élargie? D'abord, chaque chose en son temps. On est aujourd'hui en train de créer une force parlementaire. Il faut voir quelle sera... Mais qui n'aura pas de débouché en dehors de l'Assemblée. Il faudra voir quel sera son écho dans le pays. Et je pense qu'il peut être grand, tout simplement parce que c'est une autre façon d'aborder chacun des sujets politiques plutôt que de faire du camp contre clan, du camp contre camp, du clan contre clan en permanence. Ensuite, il va y avoir exactement le même débat au Sénat dans quelques temps. Qui veut rester sur les postures? Qui veut faire une posture politique plus moderne au Sénat, d'autant plus que c'est l'Assemblée des sages qui devrait y participer. Après, on verra pour les forces politiques. Mais chaque chose en son temps. Et Yves Gégaud a raison de dire que non seulement l'UDI, mais l'ensemble des forces politiques doivent réfléchir à ce qui vient de se passer, non pas par l'élection d'Emmanuel Macron, mais parce que on voit bien que s'il y a, et heureusement, des militants engagés depuis longtemps, qui travaillent, qui préparent des projets, qui militent, qui combattent pendant une élection, il y a aussi une nouvelle façon de faire de la politique, un peu... comment dirais-je, sous l'effet des nouvelles technologies, où on like plus qu'on vote.
Et très franchement, c'est quelque chose auquel il faut que les partis politiques s'adaptent, parce que je crois que les gens qui ont participé à cet élan, ils n'étaient pas d'accord sur tout, ils étaient prêts à quelques combats communs, et après ils sont prêts à voir autre chose. Manuel Valls annonce ce matin qu'il quitte le Parti socialiste. Est-ce que vous l'appelez à venir travailler avec vous ? Non, d'abord, je pense qu'il n'en a pas l'intention. Et deuxièmement, je crois qu'il tire la conséquence logique des désaccords qui existaient à l'intérieur du Parti socialiste. Mais vous savez d'ailleurs, par effet miroir, c'est la même chose chez les Républicains. Il n'y a rien de commun entre un Benoît Apparu et un Éric Ciotti. Il n'y a rien de commun entre Franck Riester et, Laurent Wauquiez. Quand on n'est plus d'accord sur les idées, Emmanuel Valls n'est plus d'accord avec les socialistes, il vaut mieux en tirer les conséquences que de faire semblant. D'une certaine façon, la construction qui est la nôtre, c'est le constat qu'à l'UDI et chez les Républicains, il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes opinions, qui souhaiteraient avoir la même formation, la même organisation politique, la même attitude politique, mais aujourd'hui, les frontières sont faussées. La recomposition, c'est quand les frontières commencent à se recomposer de façon claire, loyale, limpide, en réalité fidèle à ses idées. Demain, le gouvernement présente en Conseil des ministres le projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance. C'est pour réformer le Code du travail. Est-ce que là, c'est un texte que votre groupe a vocation à voter ? Alors, je pense que nous pouvons le voter, mais moi, je demande une chose au Premier ministre. Je lui ai demandé, donc je peux le dire publiquement. Les ordonnances, si c'est une façon d'aller plus vite, sans la théâtralisation des débats de l'Assemblée nationale, pourquoi pas ? On a besoin, notamment sur le travail, d'aller vite pour qu'on puisse faire régresser, reculer le chômage le plus rapidement possible. Mais si c'est pour une sorte de coup de force, une forme de 49-3, où on vous demande de voter et circuler, il n'y a plus rien à voir. Moi, je demande au Premier ministre une chose, que des représentants des groupes parlementaires qui vont se composer aujourd'hui soient associés à la rédaction des ordonnances avec son administration. C'est simple, c'est parfaitement constitutionnel, et ça permettrait surtout d'éviter, à mon avis, un certain nombre d'erreurs. Vous lui en avez déjà parlé ? Je lui en ai parlé. Il vous a répondu ? Je pense qu'il est assez ouvert à cette idée. C'est pas parce qu'on donne la capacité au gouvernement de légiférer par ordonnance qu'il doit s'enfermer dans un bureau avec une administration et ne plus écouter personne. D'ailleurs, il a dit qu'il discuterait avec les syndicats. Moi, j'attends qu'il discute aussi avec les représentants des groupes politiques. Ça peut éviter des erreurs, des crispations et des tensions. Le président de la République, Emmanuel Macron, pourrait venir s'exprimer devant le Congrès réuni à Versailles dès la semaine prochaine, peut-être plus tard à la rentrée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Surtout si ça intervient à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Bon, d'abord, c'est son droit. C'est un droit constitutionnel que nous avons voté il y a quelques années. Très franchement, il serait assez curieux qu'il le fasse la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Réunir les députés à Versailles, les sénateurs à Versailles, ça coûte cher. Si c'est juste pour, rééquilibrer les choses, je pense que Emmanuel Macron a dit, et je partage cette idée-là, il faut que le président de la République préside, plutôt qu'il passe son temps à faire à la fois le boulot de président et le boulot de Premier ministre. Ce que Nicolas Sarkozy et François Hollande n'ont pas su faire. Ils ont toujours voulu tout mélanger. Alors s'il doit présider, qu'il se donne un peu de champ, vous savez pourquoi ? Moi, je serais pour qu'il le fasse en septembre. Une fois que les Allemands auront élu leur nouveau Parlement et donc leur nouveau chancelier ou leur chancelière. Parce qu'à ce moment-là, il aura une responsabilité et la possibilité de réunir l'ensemble des parlementaires pour dire voilà le chemin que nous voulons dessiner maintenant pour l'Europe. Sans Europe, nous subirons la loi des grandes puissances, de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, de la Russie. On subira leurs intérêts économiques. Et quand c'est leurs intérêts économiques qui l'emportent, c'est nos emplois qu'on perd. Là, le président de la République pourrait fixer un cap historique. C'est plutôt fait pour ça le Congrès, certainement pas pour aller concurrencer le Premier ministre à la veille du débat de politique générale. Tous les matins sur LCI, on pose une question, la question off, mais devant les caméras. 40 ans après sa première élection, Jean-Pierre Raffarin annonce qu'il raccroche, il arrête la vie politique élective. Qu'est-ce que vous dites ? Chic, ça fait de la place ou vous feriez bien la même chose ? Non, c'est quelqu'un qui... Jean-Pierre Raffarin est quelqu'un qui, je crois, a beaucoup apporté à notre vie politique, comme Premier ministre, mais également précédemment comme ministre, après comme acteur politique. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je peux comprendre aussi qu'à un moment donné, on ait envie de faire autre chose. La vie politique, elle est usante, elle est éreintante. D'ailleurs, je crois que des carrières aussi longues que celle de Jean-Pierre Raffarin n'existeront plus dans les temps qui viennent. Je vous disais que les gens ne votent plus, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas réellement, ils likent, ils vont zapper de plus en plus. Après tout, c'est pas une mauvaise chose, et le fait que Jean-Pierre Raffarin décide de s'orienter vers autre chose, c'est à la fois respectable, il a beaucoup fait pour notre pays, et il se dit qu'aujourd'hui, c'est à d'autres de faire.